Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre d'économie-consommation du BTS ESF Économie sociale familiale sur la production de biens et services. Alors les chapitres qu'on va voir dans ce module vont être des chapitres qui vont être globalement assez longs, en tout cas au niveau des vidéos. Donc je vais essayer de faire des chapitres pour chaque grande partie, comme ça ce sera plus simple pour vous si vous voulez regarder la vidéo en plusieurs fois. Je vais essayer de voir comment on fait sur YouTube. Mais bref, voilà, je vais essayer de chapitrer au moins toute la vidéo. Alors, de quoi on va parler dans ce premier chapitre? Déjà pour commencer, je vous présente le sommaire. On va tout d'abord parler de la production et de sa mesure. On parlera de ce qu'est la production marchande, puis les limites à la mesure de la production par le PIB. On parlera rapidement dans une deuxième partie du classement des activités économiques, en distinguant les secteurs économiques et les secteurs institutionnels. Et enfin, on parlera, et ça va être le gros du chapitre, de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire? Puis on verra les différents organismes, les différentes organisations qui regroupent cette économie sociale et solidaire. On va commencer par une petite introduction, une introduction sur justement ce que sont ces biens et services. Déjà, pour rappel, les biens et services, ils sont créés pour satisfaire les besoins des êtres humains, et donc on va les produire. Et c'est des organisations qui, par leur activité de production, vont créer ces biens et services. Et nous, dans ce chapitre, on va justement se concentrer sur cette activité de production et notamment sur les éléments qui sont typiques à l'économie sociale et familiale. Déjà, avant de commencer, il faut savoir que la production, elle est réalisée par trois types d'organisations. Ces organisations sont divisées en trois catégories. Vous avez les entreprises privées. Elles, alors c'est les entreprises, les sociétés, vous savez, quand vous entendez entreprises individuelles, SARL, SA, SAS, SNC, enfin tous ces acronymes-là, ça, c'est des entreprises privées. Elles sont détenues par des personnes privées, c'est-à-dire pas par l'État, tout simplement. Et leur finalité, c'est-à-dire leur raison d'être, c'est faire du profit, faire du bénéfice pour assurer leur pérennité, c'est-à-dire assurer leur survie. On a ensuite les organisations publiques. Ça, c'est les administrations centrales, donc les ministères, et les collectivités locales de l'État, les régions, les départements, les communes, les groupements de communes, etc. Et on va même y ajouter les établissements publics et les entreprises qui sont détenues par l'État. Ces organisations publiques, leur finalité, ça ne va pas être le profit contrairement aux entreprises privées, ça va être de satisfaire l'intérêt général en fournissant des services publics. Et enfin, on retrouve les organisations de la société civile. Donc là, on va avoir les associations, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les fondations, etc. Elles sont créées et gérées par des personnes, qu'elles soient publiques ou privées, et leurs finalités, par contre, elles vont être très diverses. Ça peut être simplement satisfaire leurs membres, ça peut être satisfaire l'intérêt général, mais on peut aussi retrouver des finalités culturelles, sociales, sociétales, environnementales, sportives, humanitaires, etc. Donc c'est quelque chose de très large. Mais ce sont ces organisations-là qui vont produire des biens et des services qui serviront à satisfaire les besoins. Alors on passe sur le grand 1, sur la production et sa mesure. Déjà, la production, définition, on va poser les choses tout de suite, c'est l'activité humaine qui aboutit à la création de biens et services qui serviront à satisfaire les besoins de la population. Et donc, cette production est tellement importante que l'économie a dû se doter d'instruments de mesure pour en estimer son niveau. Et là, on arrive sur qu'est-ce que c'est que la production marchande. La production marchande, c'est la plus simple à estimer parce que déjà, c'est la production principale. Et on l'appelle marchande parce que les biens et les services qui sont produits vont être vendus à un prix supérieur à ce qu'ils ont coûté, pour pouvoir derrière générer, vous voyez, un profit. Le prix est supérieur au coût, donc c'est un profit. C'est pour ça qu'on appelle ça une production marchande. Ça va être, ça m'a coûté 10 euros, je le vends 15 euros, et donc à chaque fois que j'en vends un, je gagne 5 euros juste pour moi. Voilà ce que c'est que de la production marchande. Et il y a plusieurs instruments de mesure qui existent. Il y a déjà la monnaie, on verra aussi la valeur ajoutée, et on verra le PIB et le PNB. Donc on va commencer par le plus simple, la monnaie. La monnaie, elle permet de valoriser et donc de comparer des biens à l'aide d'une unité commune, ce que le troc, par exemple, ne permettait pas. De plus, l'euro, c'est une monnaie unique dans toute la zone euro de l'Union européenne, ce qui fait que ce champ de comparaison s'est élargi. Globalement, voilà les fonctions de la monnaie. Vous avez la fonction qu'on appelle d'unité de compte,
Vous avez un bien qui coûte 2 euros, un bien qui coûte 80 euros, ah bah ça veut dire que le bien qui coûte 80 euros, il vaut 40 fois plus que le premier. En caricaturant, ça veut dire ça. Ensuite, vous avez la fonction de réserve de valeur. Si vous ne l'utilisez pas maintenant, votre monnaie, bah c'est pas grave, vous l'utiliserez plus tard et elle vous servira plus tard. Et elle ne va pas perdre en valeur. Il y a le cas de l'inflation, certes, mais on en reparlera. Et enfin, unité d'échange. On a tendance un petit peu à l'oublier, mais oui, l'unité d'échange, c'est une des fonctions de la monnaie. C'est le fait que, en donnant de la monnaie, vous pouvez récupérer un bien ou un service de la même valeur. Vous pouvez échanger votre monnaie contre un bien. En français, on dit, vous pouvez payer. Autre indicateur, on a ici le chiffre d'affaires. Quand une organisation réalise des ventes, elle reçoit de l'argent en contrepartie. Eh ben, c'est ça le chiffre d'affaires. Et c'est très important de connaître ce que c'est que le chiffre d'affaires parce que le terme de chiffre d'affaires, tout comme le terme de bénéfice, dans la vie de tous les jours, ils ont tendance à être un petit peu mélangés. On dit, ah ouais, j'ai fait un bénéfice de temps, j'ai fait un chiffre d'affaires de temps, mais sans savoir réellement ce que ça veut dire. Le chiffre d'affaires, c'est juste le total de vos ventes réalisées. Vous avez vendu 10 biens qui ont coûté, au prix de vente de 10 euros, eh bien vous avez gagné 100 euros. Votre bénéfice, peut-être, il sera de 5 euros, de 10 euros en tout, mais votre chiffre d'affaires, il est de 100 euros. Ensuite, on a ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Alors pourquoi je vais parler de ça? Pourquoi je vais parler de ces consommations intermédiaires qui sont le total des achats réalisés auprès d'autres entreprises? Eh bien parce que pour estimer la production réelle, l'indicateur qu'on va préférer, ça ne va pas être le chiffre d'affaires, ça va être la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par une entreprise. Et en fait, pour pouvoir calculer cette valeur ajoutée, vous devez faire chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Le total des ventes réalisées moins tout ce que vous avez acheté auprès d'autres entreprises. Et si on devait, en regardant le schéma, c'est ce que j'ai voulu montrer, si on devait simplifier encore plus, c'est ce qu'on a gagné moins ce qu'on a fait gagner aux autres. Parce que ce que vous avez acheté auprès d'autres entreprises, pour ces autres entreprises, ce sera du chiffre d'affaires. Et donc, on retire ce qu'on appelle en gestion les prestations réciproques. Mais voilà, ne cherchez pas plus loin. Chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire, ça vous donne la valeur ajoutée. Et vu que le calcul de la valeur ajoutée est quand même assez simple, eh bien, on peut étendre ce calcul à une zone géographique en prenant en compte toutes les entreprises présentes sur un territoire. Vous pouvez faire ça sur une commune, sur un département, sur une région, et même sur un pays. Et en fait, quand vous le faites sur un pays, vous obtenez ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB. Le PIB, c'est la richesse créée par toutes les entreprises présentes dans un pays. Et en fait, pour pouvoir calculer ce PIB, alors on va vraiment aller au plus simple. Peut-être que ceux qui ont fait sciences économiques et sociales en première et terminale ont vu une formule de calcul du PIB un peu plus compliquée, mais nous, on va vraiment se cantonner à l'essentiel. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises dans un pays. Et en fait, l'évolution en pourcentage de ce PIB, c'est ce qu'on appelle la croissance économique. Et la croissance économique, vous en entendez souvent parler, que ce soit à la télé ou autre. Cette croissance économique, c'est simplement le PIB a augmenté d'1% en 2022, il a diminué de 8% en 2020 à cause du confinement, etc. C'est ça qu'on appelle la croissance économique. Et donc, petit rappel de calcul, pour pouvoir calculer un taux d'évolution, peut-être que vous connaissez la formule, valeur d'arrivée moins valeur de départ, le tout divisé par valeur de départ. En fait, la valeur d'arrivée, ce qu'on entend par valeur d'arrivée, c'est le PIB le plus récent. Valeur de départ, c'est le PIB le moins récent, donc vous faites moins le PIB de l'année dernière, et ce résultat que vous obtenez, vous le divisez par la valeur de départ, donc le PIB de l'année dernière. Et vous n'oubliez pas de faire x100, et vous trouvez derrière le taux d'évolution du PIB, donc la croissance économique. Alors j'ai parlé du PIB. Il y a un autre indicateur qu'il faut distinguer du PIB, bon il n'est pas hyper important mais je vous le présente quand même, c'est le PNB. Le produit national brut, qui mesure la production des agents économiques nationaux, donc en fait pour nous français, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger. Donc en fait, il vous suffit de partir du PIB, d'ajouter la valeur ajoutée, de toutes les entreprises françaises qui se situent à l'étranger, et d'enlever la valeur ajoutée des entreprises non françaises présentes sur le territoire. Donc en fait, vous n'allez calculer la somme des valeurs ajoutées que des entreprises françaises, qu'elles soient situées en France ou qu'elles soient situées à l'étranger. Voilà un petit peu ce qu'est le PNB. On ne va pas vraiment se concentrer vraiment dessus, c'est loin d'être le plus important.
Mais malheureusement, le PIB, bien qu'étant l'indicateur le plus important pour estimer le niveau de production d'une économie, il est imparfait et il possède des limites. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors déjà ici, petit rappel, la production marchande, qu'est-ce que c'est? Donc on l'a vu, c'est quand le prix du bien ou du service est supérieur au coût de production, au coût de revient, et pour pouvoir mesurer cette production marchande, on utilise la monnaie, la valeur ajoutée, le PIB, etc. Mais on a aussi la production non marchande, qui correspond aux biens et services produits et vendus à un prix, cette fois-ci, très inférieur à leur coût, parfois quand même égal à leur coût de revient, et parfois même ça peut être gratuit aussi. Et pour pouvoir le mesurer, pour pouvoir mesurer cette production non marchande, vous doutez que valeur ajoutée et compagnie, ça ne va pas fonctionner, ça ne marche pas ici. Donc on va utiliser la somme des rémunérations versées pour réaliser la production. Mais malheureusement, ces rémunérations, souvent elles sont faibles, parce que ça va utiliser peu de salariés, mais plutôt des bénévoles, des membres d'associations, que ce n'est pas forcément des métiers très reconnus, et donc on va avoir une production non marchande qui, elle, va être plutôt sous-estimée. Voilà déjà la première limite à la mesure de la production par le PIB. Ensuite, on a les éléments, on va dire, que le PIB prend en compte alors qu'il ne devrait pas, et les éléments qu'il devrait prendre en compte et qu'il ne prend pas. Souvent, c'est les critères liés à la qualité de vie dans la société. Par exemple, là, je vous mets le cas des accidents, le cas de la pollution, les maladies, les guerres. Alors, tout ça, pour le PIB, c'est fantastique. Ça fait travailler les entreprises. Donc, ça crée de la valeur ajoutée, c'est génial quand vous avez un accident. Alors oui, c'est triste, quelqu'un est peut-être blessé, etc. Mais la voiture, elle est cassée. Il faut donc l'emmener chez un garagiste qui va la réparer. Il va gagner de l'argent, ça va faire de la valeur ajoutée, c'est génial pour le PIB. La pollution, cette pollution, il va falloir la nettoyer. Ça va être des entreprises qui vont être payées pour ça. Ça crée de la richesse. Les maladies, c'est génial les maladies. Les maladies, derrière, il va falloir faire des recherches médicales pour pouvoir trouver des médicaments, des vaccins. Ça va justement rapporter de l'argent. C'est parfait pour le PIB. La guerre, c'est pareil. La guerre, on va détruire des bâtiments, on va détruire plein de choses, on va construire des armes. Pareil, ça crée de la richesse, ça crée du chiffre d'affaires, ça crée de la valeur ajoutée. Parce que les bâtiments détruits, par exemple, derrière, il va falloir les reconstruire. Et donc, les entreprises du BTP, elles vont devenir plus riches. Voilà le problème, l'un des problèmes qu'on a avec le PIB. Il prend en compte positivement des éléments qui socialement sont extrêmement négatifs. Et on a l'excès inverse. Le cas par exemple de l'autoconsommation, donc des personnes qui produisent eux-mêmes par exemple leurs légumes pour pouvoir les consommer, les personnes qui travaillent à la maison, le cas du bénévolat, etc. Alors ça pour le PIB, non, non pas du tout. Ça ne crée pas de richesse, donc ça ne les intéresse pas. Donc un autre élément, cette fois-ci l'inverse, des éléments positifs socialement, mais pour le PIB complètement négatifs parce que ça ne crée aucune richesse, ça ne vaut absolument rien. Globalement, tout travail bénévole ne crée aucun PIB. Et derrière, en fait, ces critiques du PIB, elles ont fortement été mises sur le devant de la scène suite à la publication, c'est pour ça que je l'écris en gros, du rapport Stiglitz. Son but premier, c'était de critiquer le PIB et de trouver des informations nouvelles qui pourraient permettre de créer de nouveaux indicateurs du progrès social qui soient plus pertinents. Et en fait, certaines recommandations de ce rapport vont valider l'approche sociologique et écologique de l'économie, avec une mise à l'honneur du travail social. On va aussi indiquer que le système doit mettre davantage l'accent sur le bien-être de la population et non sur la simple production économique, etc. Et si on regarde certains extraits de recommandations de ce rapport Stiglitz, on verra qu'il y a des choses qui sont en lien avec l'économie sociale familiale. Par exemple, la recommandation numéro 5 demande d'élargir les indicateurs de revenus aux activités non marchandes. Donc, ces indicateurs de revenus doivent prendre en compte les conditions de vie matérielles, donc revenus, consommation, richesse, ça ne change pas, mais aussi la santé, l'éducation, les activités personnelles, la participation à la vie politique, les liens, les rapports sociaux, l'environnement, l'insécurité économique et physique, etc. Vous avez aussi la recommandation 6 qui dit que la qualité de vie va dépendre des conditions objectives dans lesquelles se trouvent les personnes. Donc on reprend les mêmes éléments qu'avant. Et la recommandation 7 aussi, les indicateurs de la qualité de vie devraient, dans toutes les dimensions qu'ils recouvrent, fournir une évaluation exhaustive et globale des inégalités. Parce qu'on parle beaucoup d'inégalités justement dans ce rapport Stiglitz. Si vous voulez le trouver, il est trouvable sur Internet. Par contre, je ne sais pas si vous aurez très envie de le lire, il fait 324 pages. Ces recommandations n'étant pas encore mises en œuvre, il est donc particulièrement difficile quand même d'appréhender correctement
dans le contexte actuel, la contribution des domaines qui relèvent de l'économie sociale familiale. Voilà, on a fait le grand 1, on va pouvoir passer au grand 2, qui va être beaucoup plus court, sur le classement des activités économiques. En fait, afin de situer l'organisation dans laquelle une personne évolue, il va être important de connaître les secteurs économiques dans lesquels elle peut évoluer. On verra ensuite, juste après, les secteurs institutionnels, mais plus important, ça va être les secteurs économiques. Alors, secteur économique, peut-être que vous avez déjà entendu parler, on a ce qu'on appelle le secteur primaire, c'est-à-dire toutes les organisations qui ont pour objet d'extraire des matières premières, l'agriculture, la pêche, la sylviculture pour les forêts, les carrières de pierre, etc. Étape suivante, vous avez le secteur secondaire. Les entreprises dans le secteur secondaire, c'est celles qui produisent au sens strict, qui transforment des matières premières en produits finis. Ça, c'est toutes les activités de fabrication de biens. Vous avez aussi le secteur tertiaire, c'est actuellement l'un des plus courants, c'est simplement les services. Toutes les organisations qui proposent des services. Banque, transport, assurance, commerce, coiffure, etc. Ce genre de choses. Ça, c'est le secteur tertiaire. Il existe aussi maintenant un secteur quaternaire, c'est tous les services numériques, informatiques. En fait, les deux derniers secteurs, actuellement, ils représentent plus de 70% du PIB. Les activités d'extraction de matières premières et la production sont devenues très minoritaires par rapport aux activités diverses de services. Et ça a un nom, on appelle ça la tertiarisation de l'économie, qui en fait s'est accentuée en créant le secteur quaternaire avec l'arrivée d'Internet et des services informatiques. Voyons maintenant les secteurs institutionnels. Les secteurs institutionnels, ils vont représenter la totalité des agents économiques qui vont agir dans l'économie. Et en fait, on va les classer par leur fonction principale. Par exemple, les ménages, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous un même toit. Leur fonction principale, c'est consommer. Alors, on va y inclure malgré tout les entreprises individuelles et les micro-entreprises, mais c'est vraiment un point de vue juridique, parce que la personnalité juridique est confondue avec celle de la personne qui la gère. On ne fait pas encore de droit, vous n'en faites pas. Malheureusement, on en fera un moment. Vous avez ensuite les sociétés non financières. Ça, c'est toutes les entreprises, hors banque et assurance. Leur fonction, ça va être de produire des biens et des services marchands. Donc là, on n'est plus sur consommer, on est sur produire. On avait les sociétés non financières, on a maintenant les sociétés financières ou institutions financières. Ce sont les entreprises privées ou publiques de banques et assurances. Donc leur fonction, ça va être de produire des biens et des services, alors toujours marchands, mais plus spécifiquement financiers. On a ensuite les APU, les administrations publiques. Ce sont les organisations publiques telles que l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Leur fonction, ça va être de produire encore des biens et des services, mais publics et non marchands. Publics qui sont créés par l'État et qui servent à satisfaire l'intérêt général, et non marchands parce que leur prix de vente va être égal ou inférieur à leur coût de production. Et le concept d'établissement public ici va être très important au travail social. Un établissement public, c'est une organisation qui est détenue par l'État et qui va fournir un service public. Et là-dessus, vous allez retrouver les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires, les CCAS, les centres communaux d'action sociale, les universités, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, etc. Donc, c'est important pour vous en ESF de connaître le concept d'établissement public. Ensuite, vous avez le super acronyme que tout le monde déteste, les ISBLSM. Donc, c'est les organisations sans but lucratif, pardon, les institutions, excusez-moi, sans but lucratif au service des ménages. C'est les associations, les syndicats, les fondations, etc. Donc, on a vu en début de chapitre les organisations de la société civile. Leur fonction, c'est de produire encore, mais cette fois-ci, des biens et des services simplement non marchands. Plutôt privés, bien sûr, mais non marchands. Et enfin, vous avez un agent fictif, qui n'existe pas réellement, c'est le reste du monde. C'est simplement un agent fictif qui va regrouper les échanges de tous les autres secteurs institutionnels avec le reste du monde. En gros, il va regrouper les importations et les exportations. Très honnêtement, en BTS ESF, ça ne vous sert à rien de le connaître, c'est juste que j'aime bien tout dire, tout ce qui est important pour moi, le donner, mais honnêtement, en BTS ESF, vous n'avez pas besoin de connaître l'existence de ce reste du monde. Ça ne sert à rien. Voilà, on va pouvoir passer à la partie la plus importante sur l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs domaines. On a étudié plus haut, dans ce chapitre, la distinction entre le domaine marchand, qu'on peut qualifier le domaine capitaliste,
et le domaine non marchand, donc le domaine collectif, redistributif, etc. Et on considère souvent ces deux domaines comme étant le duo unique. On est soit dans le marchand, soit dans le non marchand. Mais il y a un tiers secteur, celui qu'on appelle le domaine social, le domaine de l'économie sociale. C'est les organisations privées qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Et cette économie sociale et solidaire, elle est crédible parce que plusieurs économistes renommés en ont parlé. Vous avez par exemple Elinor Ostrom qui a obtenu grâce à ça le prix Nobel d'économie en 2009. Ses travaux démontraient que les copropriétés pouvaient être gérées plus efficacement par les associations. En gros, le libre accès des ressources communes aurait un meilleur impact que leur appropriation par un petit nombre. C'est mieux que tout le monde puisse avoir accès aux ressources communes plutôt que vous ayez 2-3 personnes très très haut placées qui vont les posséder, qui vont se les approprier et qui vont dire toi je t'autorise à l'utiliser mais tu me payes tant, toi je t'autorise à l'utiliser mais tu me payes tant, etc. On a ensuite Amartya Sen qui lui a été prix Nobel d'économie en 1998 et il a participé au rapport Stiglitz. Il a fait de nombreuses thèses sur le développement humain et sur l'économie du bien-être. Et pour finir, on a Muhammad Yunus. Lui, il n'a pas été prix Nobel d'économie, il a voulu viser plus haut et il a réussi. Il a été prix Nobel de la paix en 2006. Il est qualifié de banquier des pauvres grâce à sa création de la Grameen Bank au Bangladesh, qui est à l'origine du concept de microcrédit, qu'on étudiera bien évidemment. Ce qui fait que on voit que l'économie sociale et solidaire, c'est une philosophie d'action avant tout. En France, alors, qu'en est-il en France de l'économie sociale et solidaire? Eh bien, dans le gouvernement, le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire a vu le jour en France pour la première fois en 1984 avec la nomination de Jean Gattel. Ensuite, il y a eu plusieurs noms qui se sont succédés avec des périodes parfois où il n'y avait plus de secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. Et depuis juillet 2022, c'est Marlène Schiappa qui est à la tête de ce secrétariat. Et au niveau du poids de cette ESS dans l'économie française, c'est 10% du PIB, ce qui est quand même assez important, 12% des emplois, des secteurs multiples, notamment l'action sociale, les sports et loisirs, et des acteurs divers, des fondations, des associations, des mutuelles, des coopératives, des organismes d'insertion, du commerce équitable, des placements éthiques, bref, on verra tout ça. Les critères de l'économie sociale et solidaire. L'ESS, elle tente d'apporter une réponse aux inégalités sociales. Donc ses buts, ça va être déjà un but autre que le partage des bénéfices. Donc ces bénéfices, on va s'en servir de façon sociale et solidaire. Une gouvernance démocratique avec des salariés qui participent aux prises de décision. Et des bénéfices qui sont consacrés majoritairement au développement de l'entreprise. Vu qu'on ne les partage pas, à quoi ils vont servir? Ils vont surtout servir à développer l'entreprise. Et à travers leur activité, les organisations ont toujours une finalité sociale, sociétale ou environnementale, qui se traduit justement dans ce critère de un but autre que le partage des bénéfices. L'économie sociale et solidaire, elle réduit également les inégalités de territoire en France, parce que seulement 20% des sièges sociaux des entreprises ESS se trouvent à Paris. Donc maintenant, on va étudier les différents acteurs. On va essayer quand même d'y aller assez rapidement parce que le but, ça va pas être de tout connaître par cœur, mais en tout cas de brosser un portrait rapide des différents acteurs qu'on va retrouver dans l'économie sociale et solidaire. Commençons par les associations et les fondations. On va commencer par les associations, avec une définition juridique pour commencer, pour ne pas faire plaisir. C'est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices. En gros, c'est deux ou plusieurs personnes qui vont travailler ensemble dans un but commun, et ce but commun, ce n'est pas le partage de bénéfices, contrairement à une entreprise. Globalement, qu'est-ce qu'a voulu faire la loi ici? La loi a voulu donner au pays un grand outil de lien social et de gestion de l'intérêt collectif. Déjà grâce à la simplicité et à la liberté de création d'une association. C'est super simple d'en créer une. Et vous avez les secteurs du social et du médico-social qui en ont profité, heureusement, et aujourd'hui ils sont gérés très majoritairement par des associations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas connaître en France la vraie France de l'intérêt général. On peut toujours dire en France, l'intérêt général, ça n'existe pas, c'est que l'intérêt particulier qui prime. Non, non, non. On ne peut pas savoir réellement ce que c'est que la France de l'intérêt général si on ne mesure pas la collaboration étroite qu'il y a entre les associations sanitaires et sociales et les collectivités locales, donc les communes, les départements, les régions. Il y a une collaboration très 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 étroite.
C'est ça la France de l'intérêt général. On passe ensuite aux fondations. Qu'est-ce que c'est qu'une fondation? Une définition juridique encore plus dure. C'est un acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l'affectation irrévocable de biens, de droits ou de ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Alors on va expliquer un petit peu quand même. En gros, une fondation, c'est une organisation dans laquelle les personnes qui l'ont créée vont apporter des choses, des biens, alors bien souvent de l'argent, hein, mais ça peut être des biens, de l'argent, etc., des ressources globalement, et que ces ressources soient utilisées pour créer une œuvre d'intérêt général. La plupart du temps, en fondation, pour la lutte contre une maladie, des fondations à but humanitaire, etc., ce genre de choses. Et un but non lucratif, oui, le but c'est que les ressources, elles servent à cette œuvre d'intérêt général, pas à enrichir ses membres. Voilà ce que c'est. Alors, malgré la place importante de certaines grandes fondations dans le paysage social français, hein, vous en connaissez certaines, l'Abbé Pierre, Médecins sans frontières, l'Armée du Salut, les Petits Frères des Pauvres, etc., c'est quand même pas des acteurs essentiels de l'économie sociale et familiale si on les compare aux associations. Mais les associations et les fondations, elles ont un atout, elles offrent une réduction d'impôt aux personnes qui leur font des dons. Oui, si vous faites un don à une asso ou une fondation, vous aurez droit à une réduction d'impôt. On passe maintenant au cas des mutuelles, des coopératives et des SCIC. Alors, les mutuelles et coopératives, elles ont une grande importance en France. On a à peu près plus de 30 millions de mutualistes, donc de personnes qui sont dans des mutuelles. Même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes peut-être membre d'une mutuelle. Près de la moitié des dépôts en banque qui sont effectués, vous avez plusieurs banques qui sont des banques mutualistes. Plus de 2/3 des exploitations agricoles ont recours à ces cas-là, et près de 500 000 personnes y sont salariées. Ces sociétés, globalement, elles ont 3 points communs. Chaque membre est associé, donc quasi propriétaire, et est en même temps client, fournisseur ou bien salarié. La gestion est démocratique, c'est-à-dire c'est une personne qui vaut une voix, et rien d'autre. Et les bénéfices distribués sont soit sous forme d'avantages, donc par exemple des prix moins chers sur les prestations, ou sinon, s'ils ne sont pas distribués, ils sont mis en réserve, sachant qu'il y a un minimum de 20% qui doit être mis en réserve. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les coopératives agricoles, c'est plusieurs agriculteurs qui vont coopérer, qui vont se mettre ensemble pour stocker, transformer, distribuer leur production, pour permettre des économies d'échelle. Alors, des économies d'échelle, en gros, on va produire beaucoup plus, en plus grosse quantité, et vendre en plus grosse quantité, pour que, à l'unité, ça nous coûte moins cher. Et donc, on peut mieux se rémunérer, et en plus, on peut proposer des prix plus bas. Mais pour ça, il faut justement que le niveau de production soit élevé. C'est pour ça que les agriculteurs vont se mettre ensemble. Je ne vous fais pas un cours de gestion poussé pour vous expliquer les économies d'échelle. Hein. Je suis vraiment allé à l'essentiel. Vous avez ensuite les SCOP. Donc ce sont les sociétés coopératives ouvrières de production. Globalement, c'est les entreprises qui sont détenues majoritairement, donc minimum à 51%, par des salariés. Elles sont exonérées de la contribution économique territoriale, qui est une grosse taxe. Et il faut savoir que le nombre de SCOP augmente beaucoup ces dernières années. Hein. On est à peu près à 2500 SCOP en 2020, mais elle reste quand même encore assez marginale par rapport à toutes les entreprises normales. On a ensuite les coopératives de consommateurs. Globalement, hein, c'est le même principe que les coopératives agricoles. Coopératives de consommateurs, ce n'est pas des vendeurs, c'est des acheteurs qui vont se mettre ensemble pour pouvoir faire des achats en grosse quantité et pouvoir revendre ensuite à un prix plus bas. Malheureusement, elles ont eu du mal à tenir face à la concurrence aujourd'hui des entreprises capitalistes qu'on connaît. On a juste la Coop, alors c'est surtout pour ceux qui viennent d'Alsace, la Coop, qui semble survivre, et encore hein, pour ce qu'il en reste, mais la Coop, qu'on appelait parfois le Maxi-Coop, hein, selon la taille du magasin, c'est une coopérative de consommateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne cherchez pas plus loin, ou alors renseignez-vous peut-être un petit peu sur Internet, c'est une histoire assez intéressante à regarder. Et enfin, vous avez la SCIC, la Société coopérative d'intérêt général. Alors, c'est un peu le même principe que la SCOP ici, la Société coopérative ouvrière de production, mais en fait, vous avez les différentes catégories de personnes, si on peut les dire comme ça, les salariés, les bénévoles, les bénéficiaires, etc., qui sont tous regroupés dans des collèges, donc dans des petits groupes, et personne ne peut avoir la majorité de voix. En gros, ils doivent vraiment travailler ensemble dans un intérêt collectif. Alors passons ensuite aux organismes d'insertion. Ce sont des entreprises ou associations qui vont
produire des biens et des services, mais avec aussi une vocation humaniste qui va être de promouvoir et réaliser l'insertion sociale par le travail. Fin 2019, il y avait 3843 structures de l'insertion par l'activité économique, donc on appelle SIAE. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? L'association intermédiaire, ici, c'est les personnes en difficulté sociale et professionnelle qui peuvent venir travailler pour d'autres personnes, pour le compte d'autres utilisateurs. Les ateliers et chantiers d'insertion, ici, on offre une activité professionnelle aux personnes sans emploi en difficulté pour s'aider à s'insérer sur le marché du travail. Les entreprises d'insertion, alors ici, vraiment, c'est une entreprise plus ou moins normale dans le secteur marchand, mais qui va employer des personnes en difficulté et qui va les aider dans la réinsertion. Par exemple, un réentraînement au rythme de travail, des formations, de l'accompagnement social, etc. Les entreprises de travail temporaire d'insertion, c'est une entreprise d'intérim, comme les autres, mais dont l'activité est vraiment centrée sur l'insertion professionnelle. Ça ne va pas juste être on emploie des salariés et on va les envoyer dans des entreprises clientes qui ont besoin de salariés. On va surtout se concentrer sur l'insertion professionnelle de nos salariés. Ensuite, les entreprises d'insertion par le travail indépendant, ça permet ici à des personnes qui sont sans emploi, qui sont en difficulté pour exercer une activité professionnelle, de pouvoir exercer une activité en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement. Donc, s'insérer sur le marché du travail, mais par le travail indépendant, en se faisant aider. Et enfin, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Ici, ça va être des regroupements d'entreprises qui ont des problèmes de recrutement et qui vont mettre à disposition d'entreprises adhérentes des personnes en difficulté d'accès à l'emploi. Voilà. Alors, petit point important, vous avez sûrement entendu parler des ESAT, des établissements ou services d'aide par le travail. Ce sont ici des établissements médico-sociaux, donc ils ne rentrent pas dans cette catégorie. Voilà, important de le retenir. On passe ensuite au commerce équitable et au placement éthique. Alors, qu'est-ce que c'est que le commerce équitable? Le principe, c'est le consommateur accepte de payer un juste prix, qui souvent est plus cher, mais va s'assurer derrière des conditions sociales et environnementales de production. Donc là, je vous ai mis un petit schéma, et puis il y en aura d'autres après. Entre 2020 et 2021, les ventes de produits issus du commerce équitable ont augmenté de 11%. On voit que c'est 65% de filières internationales et 35% de filières françaises. Voilà, je vous laisse un petit peu mettre en pause pour regarder ces graphiques. Je ne vais pas trop les commenter, ils sont quand même assez clairs. Donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez. Moi, je passe à la suite. Les placements éthiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un placement éthique? Il en existe deux types. C'est déjà les placements éthiques proprement dit. C'est simplement le fait d'acheter des titres de société, donc des actions, des obligations. Vous savez ce que vous achetez en bourse, là, dont le comportement est estimé compatible avec nos valeurs. Des valeurs de respect des employés, de l'environnement, des partenaires, etc. Si on considère que l'entreprise se comporte bien, vous allez acheter ces actions ou ces obligations. Et vous avez aussi les placements de partage. Les placements de partage, c'est des placements financiers où on abandonne une partie de la rémunération, alors soit du dividende, soit de l'intérêt. On parlera en détail des actions et obligations dans le chapitre suivant, au profit d'institutions humanitaires ou solidaires. On dit « oh non, le dividende, je ne le veux pas, je le donne à telle association ». Ça, c'est un placement de partage. Bon, voilà pour les placements éthiques, pas grand-chose à dire. Passons ensuite au microcrédit, à la finance solidaire. Alors souvenez-vous, on avait parlé de Mohamed Younous, il avait créé le microcrédit au Bangladesh, et donc ce microcrédit permet de proposer à des publics en difficulté sérieuse des crédits assez légers pour leur permettre par exemple de créer leur propre emploi, sous la forme par exemple de micro-entreprises, mais malheureusement à des taux, vous vous en doutez, plus élevés. Donc globalement, si une banque normale vous refuse l'emprunt, dans la plupart des cas, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'un microcrédit, les banques normales, elles ne vous donneront rien. Par contre, la banque qui fait du microcrédit, elle va vous accorder potentiellement votre crédit. Un emprunt déjà avec un montant plafonné, vous vous doutez que vous ne pouvez pas vous permettre d'emprunter comme ça 1 million d'euros, et vous allez aussi avoir droit à un accompagnement financier. En fait, l'idée qui est derrière, c'est que la confiance
qui est accordé à une personne considérée comme insolvable, donc qui n'est pas capable de rembourser, qui est considéré comme insolvable par le système bancaire, si on lui montre qu'on lui fait confiance, et statistique à l'appui, hein, eh bien la personne finit quand même par comprendre l'importance du remboursement et elle va rembourser. En fait, le microcrédit, c'est un bon levier d'insertion qui derrière atteint son but sans mettre les personnes en difficulté parce que, et c'est ça le plus important, il y a un accompagnement permanent, il y a de l'éducation financière de la part des acteurs. Et l'accompagnement et l'éducation financière, en tant que technicien en économie sociale et familiale, c'est quelque chose que vous serez amené à faire. Alors on va finir par les systèmes d'échange locaux. Alors ça, c'est les associations où les membres vont mettre des biens, des connaissances ou des savoir-faire au service des autres. Il n'y en avait pas beaucoup, en juillet 2022, il y en avait 839 en France. Donc quel est le principe des systèmes d'échange locaux? C'est un système qui va être proche du troc, mais qui ne va pas être forcément entre deux personnes, il va plutôt être au niveau d'une collectivité, avec une unité de compte locale, qui ne sera souvent pas l'euro, mais plutôt le temps. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas prendre une unité monétaire? Tout simplement pour ne pas hiérarchiser les savoirs, les savoir-faire et les tâches. Chacun peut en fait être acteur à son niveau et bien souvent ça va être des prestations de services qui vont être échangées. L'exemple qui est mis ici, qui vient justement d'un site spécialisé sur les systèmes d'échange locaux, le principe de base, imaginons, vous avez besoin d'aller voir un garagiste. Le garagiste vous dit, ok, ça me prendra 1 heure, ça vous coûtera 76 €. Vous vous dites, ouais mais moi 76 €, ça me prendrait 10 heures de travail pour gagner 76 €. Donc vous pouvez dire au garagiste, ben, à la place, on peut faire un échange. Tu me répares ma voiture et en contrepartie, je te fais le ménage. Ok, mais potentiellement, le garagiste, il peut vous dire, ok, mais j'ai pas besoin, moi, qu'on me fasse le ménage. Non, désolé, ça ira pas. Mais justement, plutôt que d'avoir ce lien uniquement entre deux personnes, on peut le mettre au niveau de toute une collectivité. Et donc, si le garagiste en question, il n'a pas besoin de faire le ménage, vous allez faire le ménage pour quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre va faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, qui va faire quelque chose peut-être pour le garagiste, et au final, chacun y retrouvera son compte. C'est pour ça que l'idée, ça va surtout être de donner du temps pour les autres et non pas leur donner de l'argent. On dit souvent le temps c'est de l'argent, mais ici, ça permet de voir les choses de manière bien différente. Chacun prend, là sur le schéma, 60 minutes pour aider quelqu'un d'autre. Et au final, tout le monde est content. Il n'y a pas eu de dépenses d'argent particulières. Simplement, chacun a pris du temps pour les autres. Vous vous doutez qu'en plus derrière, on crée du lien social. En conclusion de ce chapitre, il faut être capable de distinguer et de hiérarchiser les stades de la solution économique à la rareté. Rappelez-vous, la rareté, chapitre introductif. Tout d'abord, on a l'expansion économique. L'expansion économique, ça va être une augmentation ponctuelle et réversible des richesses produites. Donc, petite augmentation, on ne sait pas si elle va être durable ou pas. On a ensuite la croissance économique. Là, elle est un peu plus durable que l'expansion économique. On a ensuite le développement économique. Là, on ne va pas juste s'occuper de la richesse. On va aussi s'occuper de l'accès généralisé aux biens matériels, à l'éducation, à la santé, et donc un meilleur bien-être. Vous avez sûrement entendu parler en géographie de l'IDH, l'indice de développement humain, par exemple. Mais vous, en tant que travailleur social, en tant qu'être humain, vous ne devez pas orienter vos choix uniquement vers le développement économique. Il manque une étape qui est le progrès humain. Et on a Amartya Sen qui considère que l'économie doit être au service de l'expansion des libertés. Un pays développé, ce n'est pas forcément un pays où le progrès va régner. Et donc, on n'oublie pas le dernier stade, le progrès économique. Et c'est ça qu'on va chercher à atteindre dans cette économie sociale et familiale. Voilà, donc vous voyez que le chapitre est quand même assez long, on est quasiment sur 40 minutes, et c'est pas forcément le chapitre le plus court, pas non plus le chapitre le plus long. Donc je vous souhaite de bonnes révisions, on se retrouvera dans le prochain chapitre qui sera sur les revenus des ménages. D'ici là, je vous souhaite de bonnes révisions et une bonne journée.